Et bonsoir à toutes et à tous. Et merci de nous rejoindre dans l'aventure de notre caravane de la bioéthique. On est, je crois, à notre 5e événement depuis le début des États généraux de la bioéthique. Certaines ou certains d'entre vous suivent un peu ce qu'on fait également sur le site, parce qu'il y a aussi la production d'un certain nombre de réflexions écrites. La première phase, c'était arriver à situer un certain nombre d'enjeux, avec une difficulté particulière dans le cadre de ces révisions, c'est que le champ de la bioéthique, vous avez vu, les territoires, s'était ouvert à des domaines qui n'étaient pas traditionnellement les domaines de la bioéthique. Donc si on nous avait dit il y a un an, préparez-vous aux révisions de loi de bioéthique, on aurait parlé de gémonique, on aurait parlé d'assistance médicale à la procréation, de greffe d'organes, on aurait peut-être parlé davantage qu'en 2011 de neurosciences, mais on n'aurait pas parlé de big data, d'intelligence artificielle et toutes les nouvelles, en tous les cas toutes ces innovations un peu disruptives qui surprennent notre société et qui vont d'une certaine manière modifier notre conception de l'homme et de notre vie en société. Là, on est dans la première phase donc, de nos débats, avec un débat consacré aux neurosciences. Et vous verrez qu'on a voulu avoir une approche assez, non pas contradictoire, mais assez diffluente de ces questions, parce que derrière le mot neurosciences, on aurait eu pas mal de portes ouvertes. On a choisi, notamment dans l'approche scientifique, toutes les questions autour de l'imagerie, qui sont des questions importantes, avec la capacité de comprendre le cerveau et d'intervenir sur ses fonctions, éventuellement sur la personne. C'était le premier débat qu'on avait eu ici sur augmentation du vivant, par exemple, contrôle aussi, à travers toutes les questions des neurosciences. De suite, on parle de liberté, d'où l'importance d'avoir aussi l'approche des philosophes. Et puis là, vous allez voir, pendant à peu près un mois et demi, on continuera cette démarche, qui est une démarche prolégomène, un petit peu préliminaire, sachant qu'au mois de juin, vous aurez 4 grands colloques qui seront organisés, donc journée complète, où on ira peut-être plus au fond de certaines questions, et puis on synthétisera tout ce qu'on aura ramassé à travers ces mois. On a également, et notez-le déjà dans votre esprit, vous le verrez sur le site, bientôt présenté, un colloque qu'on va organiser donc, le 20 avril à l'Assemblée nationale avec Jean-Louis Touraine sur une approche plus politique de ce qu'est la bioéthique, avec une question qui vous paraîtra peut-être un peu naïve. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une loi de bioéthique? Est-ce que c'est encore crédible? Est-ce que c'est encore utile dans un contexte de dérégulation, dans un contexte d'avancée scientifique difficilement et prévisible et régulable? Qu'en est-il pour le législateur qui demain sera amené à se prononcer, puisque vous savez les différentes étapes. Première étape, c'était la conversation nationale à travers des États généraux. Ça va s'arrêter vers le mois de juin. En juin, le comité consultatif national d'éthique va réfléchir à un avis, à un rapport. Mais vous avez d'autres instances, le Conseil d'État et ainsi d'autres instances dont on pourrait parler, mais peu importe, qui vont se prononcer aussi. Et puis, à un moment donné, ce sera le Parlement qui va prendre en compte tout ce qui se sera dit, et puis aussi qui va arbitrer au nom de valeurs, les valeurs de la République. Donc on aura vraiment un débat sociétal aussi intéressant qui sera au 2e semestre, en tout cas fin du 2e semestre de l'année 2018. Puis ensuite on aura la phase qui nous rapprochera de la loi, puisqu'on nous parle d'une loi vers mars prochain. Et soyez rassurés, pour les impatients, il y aura ensuite un après. Ce n'est pas parce qu'il y aura une législation quelle qu'elle soit qu'il n'y aura pas accompagné la bioéthique de demain. Et je pense que ça va être une aventure. Je vois des jeunes personnes dans la salle. Hein. Il y a des jeunes, il y a des plus âgés, etc. Je pense qu'il va falloir comprendre que notre démocratie, elle se jouera aussi là, dans ces débats, et qu'il faudra être à la hauteur d'enjeux, pour certains inédits. Voilà, c'était juste du bourra-bourra pour permettre aux personnes qui arrivaient en cours de route de ne pas avoir la culpabilité de dire qu'elles sont arrivées en retard. Et on va reprendre une tradition qu'on avait lancée. On a des traditions, et j'ai dit ici. On avait lancé une tradition quand on a commencé, il y a un peu plus d'un an, il y a 2 ans, nos débats à la mairie du 4e sur les valeurs de la République à la suite des attentats. Donc vous regarderez sur le site, on abordait dans ces débats toutes les thématiques autour des valeurs de la République et du soin. Et puis alors, on est dans l'équipe Sébastien Claes, qui a une formation de philosophe. Sébastien Claes, c'est la personne la plus connue puisqu'il envoie les emails. Et donc, quand je vais voir des gens, ils disent « Ah, vous travaillez avec Sébastien Claes, vous avez de la chance ». Donc vous le voyez, il est également philosophe et il fait une présentation pendant 5 minutes, une présentation libre et un peu décalée peut-être par rapport au sujet. Et ensuite, on abordera avec nos 3 intervenants, et j'attends la 4e, elle est peut-être dans la salle, c'est la personne qui préside l'association sur l'autisme, elle arrivera en cours de route peut-être. Donc il y aura une partie ensuite ouverte au débat. Et là, je vous demande vraiment
comme vous l'avez fait à ces différentes réunions, de prendre la parole. Vous viendrez vous installer ici et vous serez célèbre pour les générations futures, pour vos arrière-petits-enfants. Vous pourrez dire « J'ai participé au débat de bioéthique en 2018 à la mairie du 4e ». Voilà, merci à toutes et à tous d'être là. Je donne la parole à Sébastien. Bon, bonjour à tous. Donc, vous l'avez peut-être vu à travers la présentation liminaire d'Emmanuel à l'espace éthique, on ne manque pas vraiment d'audace pour ces états généraux de la bioéthique, puisque pour faire une réunion sur le sujet aussi vaste et aussi complexe que les neurosciences, voilà, effectivement, il ne faut pas manquer d'audace, je dirais, tellement les enjeux sont complexes à déterminer. C'est-à-dire on aurait pu faire, si on avait eu un temps illimité, l'enjeu des neurosciences dans le domaine de l'éducation, l'enjeu des neurosciences dans le domaine de la justice, dans le domaine médical, dans le domaine aussi de la police, de la prévention. Donc il y a énormément d'enjeux qui se mêlent. Nous, par contre, ce qu'on remarque, et ça va être un petit peu mon exercice, c'est quels sont les points communs qu'on peut déterminer entre ces différentes applications ou ces différentes recherches qui sont menées sur les neurosciences. Effectivement, on a axé notre présentation sur neurosciences, tout révélé de l'humain. Alors, c'est une question, mais c'est une question qui est assez profonde et encore une fois complexe, puisqu'on parle souvent de complexité quand on parle du cerveau. C'est quasiment l'adjectif qui est accroché à cet organe habituellement. Et pour moi, justement, la question, c'est la question du réductionnisme. Alors la question du réductionnisme, ça va être, par exemple, est-ce que notre cerveau est réductible à l'imagerie médicale? Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes réductibles à ce qu'on envoie, à l'imagerie médicale, qui, par exemple, dans certains cas de justice, permet de prononcer une curatelle, de réduire la liberté de quelqu'un? Est-ce que l'imagerie médicale peut permettre de servir dans un procès? Voilà, c'est des questions qui sont ouvertes. On parle de réductionnisme aussi quand on considère que l'humain est réductible à son cerveau. Et quand on réduit le cerveau lui-même comme organe à une machine, c'est-à-dire à une mécanique. Et alors, on en arrive effectivement à vouloir modifier l'humain comme s'il s'agissait d'une mécanique. Je vous trace les choses, bien sûr, à grands traits. Il faudrait rentrer dans le détail. J'espère qu'on le fera avec nos intervenants. Quand on parle de mécanique, on peut parler aussi d'anthropotechnie. Donc c'est encore une autre grande dimension du débat, c'est-à-dire la modification de l'humain, jusqu'où aller, quelle dimension accorder à l'intimité, à la liberté individuelle. Quand on parle d'anthropotechnie, je saute un peu d'une idée à une autre pour essayer de balayer le terrain, mais quand on parle d'anthropotechnie, on pense aussi au transhumanisme, alors gros mot que je viens de prononcer, mais le transhumaniste qui pense qu'on va pouvoir à terme télécharger le cerveau dans une machine. Voilà. Donc si on pense que le cerveau est une machine, pourquoi pas faire d'une machine un cerveau finalement? Donc c'est également une question sous-jacente à ce qu'on peut tracer comme territoire des questions éthiques autour des neurosciences, sachant qu'il y a aussi beaucoup de questions en termes de normalisation de la société. Quels sont les comportements attendus? Est-ce que finalement, dans une démarche d'amélioration du cerveau, de neuroamélioration, on pourrait augmenter notre capacité de concentration, pour le dire très caricaturalement, notre intelligence, voire nos capacités éthiques. Voilà. Il y a des chercheurs effectivement qui pensent qu'on devrait améliorer nos capacités éthiques à travers certains médicaments. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des questions qui sont extrêmement larges, qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui et surtout de vous laisser les aborder à travers le débat, à travers vos sujets de préoccupation, mais qui balayent la question de la liberté individuelle, la question de l'intimité. L'intimité, c'est pas rien quand on parle du cerveau. C'est effectivement le lieu de la pensée. La pensée, c'est effectivement une certaine forme d'intimité, c'est extrêmement privé. Donc ça pose aussi la question du lien entre les neurosciences et la justice, de l'utilisation des neurosciences de manière générale. Donc pour aborder toutes ces questions, voilà, on va les aborder effectivement avec Bernard Bertschi, qui est philosophe à l'Université de Genève, à Arnaud Cachia, qui est professeur en neurosciences à Paris-Descartes, et à Baptiste Moutot, qui est anthropologue au CNRS. Au CNRS, c'est bien ça. Et je leur laisse la parole pour nous éclairer sur les enjeux. Et puis ensuite, évidemment, je le répète à la suite d'Emmanuel, n'hésitez pas à intervenir. C'est vous
qui ferait aussi la qualité de cette soirée. Merci.